Bien-aimés, fidèles, fidèles spectateurs d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour poursuivre dans notre série Combler les besoins conjugaux dans le cadre du mariage. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier besoin de la femme et la semaine prochaine, nous parlerons également du dernier besoin de l'homme. Et après, il y aura encore des choses à connaître pour pouvoir mieux s'aimer. Mais je garde la surprise pour la semaine prochaine. Je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, je veux te bénir, te rendre toute la gloire. Toi qui nous donnes encore de nous retrouver ce midi autour de toi. Seigneur, nous savons que ton désir, ta volonté, c'est que tes enfants qui sont mariés puissent vivre leur mariage d'une manière qui te glorifie. Que leur union ressemble à l'union de Christ avec son Église, soit le reflet de cette union, que ce mystère puisse être révélé au monde. Et parce que c'est ta volonté, nous savons que tu es prêt à les soutenir, tu es prêt à leur donner toutes les armes qu'il faut pour qu'ils puissent réussir ce challenge, ce défi. En ces temps, vivre un mariage heureux est vraiment un défi pour les chrétiens. Merci pour ce moment que tu permets, pour donner encore des indications, des instructions pour que ce défi soit relevé et que tes enfants puissent témoigner à partir de leur foyer de ton amour. D'abord en le vivant au sein de la cellule familiale et ensuite en le partageant autour d'eux. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du besoin de la femme qui est d'avoir un bon père pour ses enfants. Et c'est le besoin d'engagement familial. Les femmes ont un besoin réel, intense, d'avoir une cellule familiale. Elles veulent que leur mari assume pleinement son rôle de chef de famille et s'engage à s'occuper, à s'intéresser, à participer, à contribuer, à être le chef de file de tout ce qui concerne le développement moral et éducatif de ses enfants. C'est un vrai besoin pour la femme, un bon père. Et on dit souvent, un bon conjoint, c'est d'abord un bon père. Pour la femme, un bon mari, c'est d'abord un bon père. C'est un besoin réel, profond. Et en tant que chrétien, nous savons aussi que ce besoin correspond à la volonté de Dieu pour nous. Proverbe 22, verset 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et qui doit instruire l'enfant? En premier lieu, si ce n'est pas le père. Parce que c'est lui le chef de la famille. C'est lui qui doit établir les bases de l'éducation de l'enfant. C'est lui qui doit tracer les repères qui vont permettre à l'enfant de grandir convenablement. Tout à l'heure, je vais revenir sur cette question de repères. C'est vrai que dans le cadre où nous sommes, je ne vais pas trop insister parce que je compte, après la série sur le mariage, faire une série sur l'éducation des enfants où nous allons voir ensemble comment nous avons souvent une mauvaise appréciation des choses. Instruis l'enfant. Instruis l'enfant. C'est les enfants que nous devons instruire. En général, on dit que un enfant, il est, je ne sais pas quel mot, enseignable jusqu'à peu près à l'âge de 12 ans. C'est jusqu'à cet âge-là, à partir de 12 ans, commence l'adolescence, où l'enfant commence à se rebeller contre tout ce qu'on lui a enseigné. Mais avant 12 ans, on peut enseigner tout ce qu'il faut, instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a une séparation des différents types d'éducation. On confie l'éducation scolaire à l'école,
on confie l'éducation religieuse à l'école du dimanche, on confie le suivi des enfants à un répétiteur, et puis, qu'est-ce que nous, on fait en tant que parents? Qu'est-ce que toi, tu fais en tant que père? Et ce que le besoin de la femme, c'est que ce père-là soit là. Avant, même dans nos sociétés, avant, l'éducation complète de l'enfant incombait aux parents. C'est vrai que souvent, on faisait la distinction quand l'enfant est enfant. C'est la mère et puis après le père prend le relais. Mais il n'y avait pas une partie à l'école, une partie à l'école. Non, c'est le père puisque l'enfant travaillait en général avec son père. Donc, il apprenait un métier aux côtés de son père. Donc, son père le formait complètement, scolairement, de manière, ce qu'on appelle le scolaire aujourd'hui. Mais c'était un enseignement, une éducation globale qui prenait en compte tous les aspects. Aujourd'hui, les choses sont émiettées, mais ça ne veut pas dire que toi, en tant que père, tu n'es pas le chef d'orchestre. C'est toi qui dois orchestrer toutes ces choses, tous ces différents types d'éducation que ton enfant doit avoir. C'est toi qui dois, en quelque sorte, créer le curricula qu'il doit suivre pour devenir l'homme que tu voudrais qu'il soit. Et c'est ce que la femme, les femmes, c'est comme si elles ressentent de manière instinctive ce que les psychologues ont découvert récemment, ont découvert au fil de leur expérience, au fil de leur recherche, c'est que le père a une importance capitale dans la vie d'un enfant. Aujourd'hui, on pense que on peut se lever, faire un enfant, une femme peut faire un enfant, l'éduquer toute seule, elle se sent capable de le faire, elle a les moyens de le faire. Mais éduquer un enfant, ce n'est pas simplement une question de moyens. Il faut 2 parents pour éduquer un enfant. Et on voit les dégâts que cela cause aujourd'hui dans nos sociétés de ne pas avoir 2 parents. Je raconte cette histoire-là tout le temps, à toutes les fêtes de paix, où dans une prison aux États-Unis, quand il y a eu la fête des mères, les gens de la prison ont eu l'idée de faire venir des cartes qu'ils ont vendues aux prisonniers pour leur permettre d'envoyer un souhait de bonne fête des mères à leur maman. Et ça a marché. Toutes les cartes qu'ils ont amenées ont été vendues. Tous les prisonniers ont acheté pour envoyer, pour dire à leur maman bonne fête. Donc ils se sont dit, ah, à la fête des pères, on va refaire la même chose. Ils ont acheté les cartes fête des pères. Personne, ou bien quelques-uns seulement, ont acheté des cartes pour envoyer à leur papa. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se trouve en prison, en général, c'est parce que ça n'a pas bien marché avec son papa. C'est parce que son papa n'était pas là. C'est parce que son papa n'a pas tracé les cadres. Son papa n'a pas placé les repères là où il faut. On a besoin des pères. Et une femme dans le foyer sent instinctivement qu'elle a besoin d'un bon père pour ses enfants. Et c'est ce qu'elle recherche. Parce qu'elle sait que le père a une influence profonde sur les enfants. Ça, les recherches de la psycho aujourd'hui le démontrent. L'influence des pères est une influence capitale. Et contrairement à ce qu'on pense souvent en Afrique, je reviens là-dessus, on se dit que euh, l'enfant, quand il a 3 ans, il a 4 ans, il a 5 ans, il est trop petit pour comprendre certaines choses. Donc pendant tout ce temps-là, on le laisse entre les mains de sa mère. Et le père n'intervient qu'un peu plus tard. Mais souvent, c'est trop tard. Un père, tu es père dès la naissance de ton enfant. C'est vrai que tu n'es pas très qualifié pour les soins à un bébé et tout ça, mais tu peux t'impliquer dès la naissance de ton enfant dans son éducation. Parce que ce que la psychologie nous enseigne également, c'est que à partir de 3-4 ans, on peut dire que les choses sont déjà installées. Et si les bonnes bases n'ont pas été posées à cette période, on peut dire que ça va être très difficile de renverser la tendance. Donc, il ne faut pas attendre que l'enfant soit grand pour que tu commences à t'impliquer dans sa vie, même plus petit. Et j'ouvre une parenthèse pour nous les mamans. Apprenons à impliquer les papas. Parce que souvent, c'est la manière dont nous nous accaparons de nos enfants aussi qui font que le papa se sent à l'écart et donc il ne s'implique pas. C'est à nous de les impliquer. Ce qu'il peut faire, il peut jouer avec l'enfant, même un bébé. Il peut le prendre dans ses bras, jouer avec lui. Comment? Et quand on va parler de l'éducation des enfants, vous allez voir que ce que le père apporte est différent de ce que la mère apporte.
La mère apporte en général l'amour, la protection, mais le père, il apprend à l'enfant à se lancer, il apprend à l'enfant à avoir de l'ambition, il apprend à l'enfant à regarder vers l'extérieur. Et ça, c'est important pour le développement de l'enfant, aussi bien l'apport de la mère que l'apport du père. Donc, quand une mère se retrouve face à un mari qui est absent de la maison ou de l'éducation des enfants, parce que parfois, il peut être là, mais il ne s'implique pas dans l'éducation des enfants, il ne s'implique pas dans la vie des enfants, elle est inquiète. Elle est inquiète. Et ce qu'elle recherche, c'est justement un mari qui s'intéresse au développement de ses enfants. Quand il ne le fait pas, ce qu'elle fait en général, c'est qu'elle l'incite à changer. Elle lui parle, elle, 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 enfin, essaie de l'intéresser. Mais quand elle n'y arrive pas, ça lui crée une grande frustration. C'est vraiment un besoin pour une femme. Et quand c'est comme ça, elle commence à chercher un papa de substitution. Ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père, ça peut même aller jusqu'à un amant. Quelqu'un qu'elle va rencontrer, qui va s'intéresser à ses enfants, alors que son mari, le père des enfants, ne s'intéresse pas. Et ça peut l'amener à être infidèle. Parce qu'elle a besoin d'un homme dans la vie de ses enfants. Et souvent, le fait est que ce qu'elle exprime en fait, c'est que ses enfants ont besoin d'un père. Mais au-delà du besoin des enfants, c'est elle un besoin qu'elle a, de se sentir rassurée que les enfants ont un père qui s'investit, qui s'implique dans leur vie. C'est très important. C'est très important pour une femme. Alors, c'est quoi un bon père pour une femme? Quand elle dit qu'elle a besoin d'un père, c'est vrai, elle a besoin d'un père, elle a un père biologique, mais quand elle dit qu'elle a besoin d'un père, c'est qu'elle a besoin d'un bon père. Un père qui est là, un père qui prend ses responsabilités au sein de la famille. Si vous vous souvenez, ce besoin de la femme va un peu à l'encontre du besoin de l'homme que nous avons vu, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou en tout cas que nous avons vu, qui est le besoin de soutien au foyer. Le besoin de l'homme de soutien au foyer, en quelque sorte, c'est une manière de dire, je veux que ma femme me décharge de toutes ses responsabilités familiales parce qu'il faut que je me concentre sur mes affaires, sur mon travail. Donc, il y a déjà un conflit potentiel à ce niveau. Et il faut que, en tant que mari et femme, vous vous asseyez pour voir comment combler à la fois le besoin de soutien au foyer du mari, parce qu'il veut que sa femme prenne en charge toutes les questions domestiques. Comment elle peut assumer ce rôle, mais ne pas oublier aussi son besoin d'avoir un mari qui est impliqué dans la vie et dans l'éducation des enfants. Les deux ne sont pas incompatibles. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques conflits. Parce que quand on regarde bien, comme je le disais, le besoin du mari, c'est de décharger de toutes les préoccupations domestiques. Mais l'éducation des enfants est trop importante pour la laisser entre les mains de la femme seulement. Parce que comme je l'ai dit, l'apport du père est très 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 important. Le père a, comme je l'ai dit, une influence profonde sur ses enfants. Ce qu'il dit, ce qu'il partage comme valeur, l'exemple qu'il est pour ses enfants, les marque profondément. Tous les enfants qui ont eu des pères qui se sont impliqués dans leur vie vous diront quelle différence cette présence du père a fait dans leur vie. On a trop, euh, euh, cette tendance à voir comment étaient nos pères et à répliquer ce qu'ils ont fait. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un homme ait 20 enfants, ils ne connaissent même pas leur nom, ils ne se souviennent même pas de leur date de naissance, ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils ne savent même pas ce qu'ils deviennent, lui, tout ce que peut-être à la rentrée, il paye la scolarité, paye les cahiers, puis Abana, il a fini son travail. Non. Un père, il s'implique dans la vie de son enfant quotidiennement. Il doit prendre du temps pour son enfant. C'est pour ça que parfois avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas évident de nos jours parce que le temps est devenu de l'argent. Donc il ne s'agit pas de dire, ah, moi je veux 8 enfants. Est-ce que tu es prêt à t'impliquer dans la vie de ces 8 enfants?
à leur donner du temps à chacun, à les aider chacun à grandir, à leur inculquer à chacun les valeurs morales et religieuses qui sont les tiennes. Est-ce que tu es prêt? Donc, qu'est-ce qu'un bon père? Pour une femme, un bon père, c'est un père qui donne du temps à ses enfants. Le temps, le temps, le temps. Le temps qui est devenu rare. Le temps après lequel chacun d'entre nous court. Mais elle a besoin d'un mari qui donne du temps à ses enfants. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'équilibre vie professionnelle, vie familiale. Mais au-delà même de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale, en Afrique, on a besoin de faire équilibre vie professionnelle, vie familiale, vie sociale. Parce que beaucoup d'hommes, après le travail, ce qui les préoccupe le plus, c'est leur vie sociale. C'est leur vie avec leur famille, famille élargie. C'est leur vie avec les associations dans lesquelles ils sont. C'est leur vie même parfois à l'église. Mais ce n'est pas ça. Le plus important, c'est la famille nucléaire, la cellule familiale. Tu as besoin de donner du temps à cette cellule. Si vous vous rappelez, nous avons parlé du temps qu'il faut se consacrer en tant que mari et femme. On a parlé de 15 heures par semaine. Peut-être 15 heures pour les enfants aussi. C'est pas mauvais. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire pendant 15 heures avec les enfants? Il y a beaucoup de choses à faire. S'impliquer dans la vie, c'est d'un enfant, ça prend du temps. Donc, quand la femme veut un bon père, elle veut un père qui ait du temps avec ses enfants, qui prenne la peine d'avoir du temps avec ses enfants. Et deuxièmement, elle veut un père qui ait les compétences pour éduquer l'enfant. Vous savez, on a comme l'impression que le fait d'être parent nous qualifie automatiquement pour l'éducation. Les maîtres, là, ils vont au CAFOP. Les professeurs d'université, ils font de longues études pour devenir professeurs. Dans les pays comme la France, les professeurs d'école, des petites écoles, là, on les appelle des professeurs agrégés. Parce qu'on ne prend pas n'importe qui pour aller enseigner aux petits-enfants, parce qu'on sait qu'ils sont facilement impressionnables. On peut imprimer des choses dans leur cœur qui vont durer toute la vie. Donc, c'est des professeurs agrégés des écoles qui enseignent. Ici, chez nous, on se dit en petite école, c'est quelle école même? Donc, on peut prendre n'importe qui, pas qualifié pour aller enseigner les enfants. Non. Donc, elle veut un mari qui se forme pour éduquer les enfants. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est... C'est pas parce qu'on a des enfants que naturellement, on a ce qu'il faut pour les éduquer. Non, on a besoin de se former, de comprendre. Par exemple, cette histoire de savoir que avant 3 ans, un enfant, les choses sont déjà fixées. Et puis nous, en général, on dit non, il est trop petit, il ne comprend rien. Est-ce que vous savez, Dieu, il a créé l'homme. Hein? Quand parfois vous observez des enfants de 3 ans, qu'on dit ne comprend rien, ce qu'il perçoit, ce qu'il reçoit, ce qu'il enregistre, vous n'avez pas idée. Donc déjà ça, le papa, il doit être formé à savoir qu'il ne faut pas attendre 10 ans avant d'asseoir son garçon pour lui dire, ah tu sais, tu commences à grandir, hein, donc voilà, voilà. Non, il doit pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre à un enfant à chaque âge. Qu'est-ce qu'on peut partager avec lui? Comment je peux lui transmettre mes valeurs? Si tu ne le fais pas, qui le fera? C'est vrai que le travail que tu fais, ça te prend beaucoup de temps. Et tu dis que c'est pour ta famille, je suis d'accord. Mais si tu gagnes l'argent pour ta famille et entre-temps tu n'es pas impliqué dans l'éducation de tes enfants, l'argent va servir à quoi? C'est pour les enfants, c'est pour la famille. Si tu perds ta vie au travail, c'est qu'il n'y a que le travail, il n'y a que le travail dans ta vie qui va s'occuper de l'éducation de tes enfants. Je me rappelle toujours cette phrase que mon fils Jonathan m'a dit. Une fois, il m'a dit, mais maman, il était petit, peut-être 2 ou 3 ans. Il dit, maman, elle ne sait rien faire. Elle ne connaît rien. Tout ce qu'elle fait là, c'est travailler, 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 travailler seulement. Oui, parce que pour lui, travailler, c'est ne rien savoir faire. Parce qu'en temps, il avait sa petite maman qui était là, qui était
qui est éducatrice préscolaire, qui chantait avec lui, jouait avec lui, lui apprenait des récitations. Pour lui, c'est ça. Si notre travail, aller au travail du matin jusqu'au soir et puis rentrer là. Pour lui, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il a besoin. Donc nous devons faire attention. Parfois le travail prend trop de place. La vie sociale, ce que nous faisons en dehors du travail. Il y a des hommes, on a l'impression qu'ils fuient la maison. Ils se réfugient derrière le fait qu'ils travaillent. Mais en fait, ils fuient la maison parce que les responsabilités qu'ils attendent à la maison, ils ne veulent pas les assumer. La première chose dont nous sommes responsables devant Dieu, c'est notre famille. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le travail, ce n'est pas, je ne sais pas, la famille élargie, ce n'est pas notre engagement politique, ce n'est pas le sport, mais c'est les enfants que Dieu nous a donnés. Donc nous devons prendre le temps. Et la femme veut un mari qui prend le temps et qui est formé, qui se documente, qui écoute. Aujourd'hui, il y a tout. Vous allez sur Internet, vous voulez connaître des choses sur l'éducation des enfants, il y a tout. Vous pouvez tout lire et puis faire le tri. Ou vous pouvez vous concentrer uniquement sur des psychologues chrétiens si vous voulez, mais il y a tout. C'est-à-dire aujourd'hui, pour se former, on n'a pas besoin d'aller loin. Il suffit d'avoir un peu de volonté. Tout ce que vous voulez savoir, toutes les compétences que vous voulez acquérir, vous pouvez les acquérir pour pouvoir éduquer convenablement vos enfants. Les écoles se plaignent toujours que quand il y a réunion des parents d'élèves, souvent, nous les parents, nous envoyons le chauffeur, nous envoyons le boy, parce que maman est trop occupée, papa est trop occupé. Ils ne peuvent pas prendre permission au travail pour venir à la réunion de parents d'élèves. Il faut que ça change. Et la femme, ce qu'elle cherche, c'est un homme qui soit présent pour elle et ses enfants. Donc le temps, j'ai parlé de 15 heures au minimum. Mais comment meubler ce temps? Il y a beaucoup de choses. Autant on doit faire des activités en couple, autant on doit faire des activités en famille. Et il y en a plein. Il suffit de faire preuve d'un peu d'imagination. Une activité que moi, je trouve très intéressante parce que j'ai vu la différence que ça a fait dans la vie de beaucoup d'enfants. C'est un père qui rentre le soir et qui raconte des histoires tirées de la Bible ou même d'autres histoires à son enfant pour l'endormir. Tous ceux qui ont des enfants, nous savons que le moment du coucher est un moment délicat pour l'enfant. Il n'a pas envie d'aller se coucher. Il a peur d'aller se coucher. Et souvent, ce qu'on fait, on le dépose devant la télé pour qu'il s'endorme là et puis on le soulève pour aller le mettre dans sa chambre. Alors que 10, 15, 20 minutes par jour, papa peut accompagner l'enfant dans la chambre, ou bien s'ils sont plusieurs, 2 ou 3, les coucher et puis leur raconter une histoire. Ils vont s'endormir paisiblement avec cette histoire. Et ça fait la différence dans la vie de ces enfants qui ont entendu parler de David quand ils avaient 4 ans, qui ont entendu parler de Moïse quand ils avaient cet âge-là, et dont l'imaginaire est rempli de ces histoires de miracles que Dieu a fait. Ça, on va dire, c'est affaire de blanc. C'est pas affaire de blanc. Parce que quand il s'endort devant la télé, c'est les dernières images qu'il a vues là. C'est de ça qu'il va rêver la nuit. Ou bien il vient s'endormir dans votre lit. Il vous gêne. Les autres choses, beaucoup d'activités. On peut aller au restaurant en famille. On peut aller au maquis en famille. On peut aller au glacier en famille. On peut aller à la plage en famille. Moi, quand j'étais petite, chaque dimanche après-midi, on allait à la plage avec mes parents. Et c'est des moments dont j'ai gardé le souvenir. C'est vrai que la plage n'était pas loin comme ici à Abidjan. Mais on peut trouver des endroits. On peut aller à la piscine avec les enfants. On peut faire des réunions de famille. On peut avoir un culte familial. Tout ça, ça fait partie des temps que le papa consacre aux enfants. Un culte de famille. Le papa peut être impliqué dans les devoirs. En général, c'est les mamans seules qui font ça. Ou le répétiteur. On délègue au répétiteur. Mais le répétiteur, si tu ne le surveilles pas, si tu ne sais pas ce qu'il fait, il faut que tu t'impliques d'une manière ou une autre. Il y a plein de choses
qu'un papa peut faire avec ses enfants. Donc, je vous encourage, les papas qui m'écoutez, en faisant cela, vous allez non seulement faire la différence dans la vie de vos enfants, mais vous allez répondre aux besoins de votre femme qui veut un papa qui soit présent. Toutes ces choses que vous faites, vous avez un seul objectif, c'est bâtir l'unité de votre famille. Permettre que les enfants, la maman et vous vous sentiez dans une unité. Et comme je l'ai dit, jusqu'à 12 ans, c'est facile. Parce que les enfants aiment ça. Et puis, surtout quand ils sont habitués à ça, ils attendent ces moments de rencontre, de réunion, de partage, où on est tous ensemble, en tant que famille, papa, maman, les frères, les sœurs. C'est vrai qu'à partir de 12 ans, ça devient un peu plus compliqué. Parce que l'enfant va commencer, s'il a des petits frères et des petites sœurs de moins de 12 ans, eux, ils vont continuer, mais lui va commencer à avoir de plus en plus envie d'aller faire des choses avec ses amis plutôt qu'avec sa famille. Vous voyez, ça fait un peu ringard quand on a 14 ans d'être toujours dans les pattes de ses parents. On préfère aller sortir entre garçons. Voilà. Mais c'est des choses qui sont normales. Mais si vous avez maximisé le temps entre sa naissance et 12 ans, soyez tranquille. À l'adolescence, il a besoin de se révéler. Ça fait partie du processus de formation d'un être humain. Mais, comme dit la Bible, quand il deviendra grand, il s'en souviendra. Tout ce que vous aurez investi avant l'adolescence, pendant l'adolescence, vous avez l'impression que tout cet investissement est perdu. Parce que l'enfant s'éloigne, il s'égare, il fait des choses. Mais soyez-en sûrs, comme le dit la Bible, quand il deviendra grand, il se souviendra de la voie que tu lui as enseignée quand il était petit. Et il reviendra sur cette voie. Il n'y a pas à en douter. Il n'y a même pas à en douter. Donc, prends ce temps-là. C'est vrai, c'est un sacrifice supplémentaire qu'on te demande par rapport à tous les engagements que tu as déjà. Mais il faut savoir que ça, c'est un engagement qui est prioritaire. Un des domaines importants où je dirais l'influence du père est importante, est capitale, c'est le domaine de la discipline. C'est le père qui doit tracer le cadre. Comme j'ai dit, les pères, ils mettent les repères. Parce qu'un enfant sans repère ne peut pas bien évoluer, ne peut pas bien grandir. Contrairement à ce qu'on nous a fait penser à un moment, que plus on donne de la liberté à un enfant, mieux il grandit, c'est faux. Quand un enfant a trop de liberté, il ne peut pas bien grandir parce qu'il ne sait pas jusqu'où. Il a besoin d'un cadre, il a besoin de limites. Quand un être humain n'a pas de limites, il s'auto-limite et il ne grandit pas convenablement. Même dans la société, même dans le monde professionnel, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quelqu'un a un cadre, ça veut dire qu'il encadre. Il trace un cadre à son collaborateur pour qu'il puisse évoluer dans ce cadre. Et quand on a un cadre, on évolue mieux que quand on n'a pas de cadre. Toutes les études le montrent. Vous savez, en France, en Europe, il y a eu mai 68, où on a brisé tous les repères. On a dit maintenant c'est la liberté. On laisse l'enfant faire tout ce qu'il veut. Mais les enfants de ces parents de mai 68 là, aujourd'hui, eux, ils fixent des cadres à leurs enfants parce qu'ils savent combien le fait de ne pas avoir eu de repères les a handicapés dans leur développement. Donc c'est le papa qui fixe les règles, le cadre. Là, on ne doit pas faire telle chose dans ma maison. On ne doit pas agir de telle manière. Et c'est lui qui, ayant fixé les règles, veille maintenant à ce que les règles soient respectées. Et souvent, dans cette histoire de discipline, le papa n'est pas tout à fait conséquent. Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire quelque chose, il va rien dire. Demain, tu fais la même chose parce qu'il est énervé, parce que son patron l'a énervé, il va réagir violemment. Ça, c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. On dit oui, Junior, si tu fais ça, il te taper. Junior, si tu fais ça, je vais te taper. Et puis Junior fait. Et puis on ne le tape pas. Demain,
Junior, si tu fais ça, je vais te taper. Junior fait et puis on le tape. Junior dit, mais aïe, c'est comment? Leur maison, là, c'est comment? Junior a besoin de savoir que si tu fais ça, voilà les conséquences. Et quand tu fais, tu as les conséquences. Le papa doit apprendre à discipliner ses enfants. Et ce n'est pas facile pour certains papas de discipliner leurs enfants. Je pense que quand on va parler de l'éducation, on va rentrer dans tous les détails. Parce que pour certains, c'est seulement sous l'effet de la colère qu'ils peuvent discipliner. Une fois que la colère est partie, ils ne peuvent plus. Donc, c'est au papa de mettre les règles en place et de veiller à ce que ces règles-là soient suffisantes. Et d'expliquer aussi, c'est important, pourquoi. Ce n'est pas de l'arbitraire. Je ne suis pas un tyran pour dire non, ça tu ne fais pas. Il faut expliquer pourquoi. On ne fait pas parce que Dieu ne veut pas. On ne fait pas parce que ce n'est pas bon pour toi. On ne fait pas. Donc voilà un peu ce que la femme attend de son mari. Elle attend aussi qu'il puisse s'accorder. Ça aussi c'est important dans l'éducation des enfants. S'accorder sur la manière de les éduquer. Sur les règles par exemple qu'on fixe. Parce que si l'enfant sait que en contournant papa et en allant chez maman, il va avoir gain de cause, il va tout faire pour semer la zizanie entre vous. Papa va dire quelque chose, il va passer par derrière, aller convaincre maman de faire le contraire. Ça n'aide pas à l'éducation. Vous devez être un mur face à vos enfants. Deux, même si vous n'avez pas tout à fait la même conception, discutez entre vous. Et puis arrêtez une manière d'éduquer vos enfants et tenez-vous-en à cette manière. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui par rapport à ce développement. Comme je vous l'ai dit, on reviendra dans très peu de temps sur l'éducation des enfants et on rentrera un peu plus en profondeur sur toutes ces questions. Donc, être un bon père, ça demande de l'engagement. C'est ce que la femme attend, l'engagement familial du mari. Et cela en vaut la peine. Parce que si vous le faites, non seulement vous allez combler un besoin de votre femme, mais vous allez établir, créer une famille harmonieuse où les enfants grandissent convenablement. Et cela est vraiment gratifiant. Cela est vraiment intéressant. Cela est beau à voir quand on voit ces familles où le père est là, il est présent. Il influence la vie de ses enfants. Il a une marque dans la vie de ses enfants. Les jeunes filles qui se comportent n'importe comment à l'adolescence, ce sont des jeunes filles qui n'ont pas eu l'amour de leur père. Un père qui va les asseoir et qui va leur parler en disant, tu vois, tu es ma princesse. Et parce que tu es une princesse, tu as un comportement à avoir. Ça influence la vie d'une jeune fille. De savoir que son père l'aime et que son père est prêt à tout pour elle. Elle ne va pas aller se jeter dans les bras du premier vagabond venu qui va faire n'importe quoi avec elle parce qu'elle sait qu'elle a de la valeur, que son père lui a montré qu'elle a de la valeur. Donc vraiment, papa, mari, engagez-vous dans la vie de vos enfants. Vous comblerez le besoin de votre femme d'avoir un mari qui est engagé dans la vie familiale et vous comblerez également les besoins de vos enfants. Pour terminer, comme toujours, je vais poser quelques questions pour vous aider à approfondir la réflexion individuellement et puis ensemble, que vous puissiez vous asseoir pour parler. J'espère que vous faites les exercices que je vous demande. Ça a de l'importance, même si ce n'est pas automatiquement aujourd'hui. Notez quelque part et prenez le temps. La première question que je voudrais poser au mari, est-ce que tu es engagé envers ta famille? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire un peu l'évaluation pour voir combien de temps tu consacres à ta famille? Deuxième question, est-ce que tu es débordé par les responsabilités que tu as? Si oui, est-ce que tu en as parlé avec ta femme? Est-ce qu'elle semble comprendre ses responsabilités? C'est important. S'il y a des difficultés, si tu trouves que le travail te prend trop d'énergie, que tu n'as plus d'énergie, il faut en discuter avec ta femme et vous allez ensemble essayer de trouver des solutions. Mais il ne faut pas fuir ces choses, il ne faut pas faire comme si le besoin n'existe pas. Le besoin existe et il est réel. Et si tu as réfléchi à cette question, est-ce que tu as un plan? Si tu ne l'as pas, il faut commencer à réfléchir à un plan. Quel plan je peux mettre en œuvre
pour pouvoir avoir un impact dans la vie de mes enfants, passer du temps avec eux, m'impliquer dans leurs activités scolaires, extrascolaires, religieuses, tout. Aux femmes, je demande de 1. Est-ce que vous estimez que vos maris ont des compétences qu'ils maîtrisent dans l'éducation de vos enfants? La première chose à faire. Maintenant, est-ce qu'il y a des compétences, des habiletés qu'il n'a pas et que vous souhaiterez qu'il ait? Par exemple, une femme va dire, mon mari ne discipline pas convenablement les enfants. Je souhaiterais qu'il apprenne à le faire. Ou bien, il ne passe pas suffisamment de temps avec les plus petits. Je voudrais qu'il apprenne à le faire. Donc, c'est ce qu'il faut faire d'abord, ce diagnostic. Qu'est-ce qu'il a comme atout? Qu'est-ce qui lui manque? Ensuite, posez-vous la question aussi, combien d'heures de qualité, hein, parce que quand on dit d'heures, ce n'est pas le fait d'être tous, comme on le voit souvent, et maintenant, chacun est assis dans le salon, mais plongé dans son portable. Il y en a qui regardent Netflix, il y en a qui regardent Canal, il y en a qui jouent jeu. Bon, c'est vrai qu'on est tous ensemble, mais ce n'est pas un temps de qualité. Et pose-toi aussi la question, madame, est-ce que comment tu as fait, comment tu as procédé pour essayer de convaincre ton mari de s'impliquer dans la vie de famille? Est-ce que tu penses que utiliser est efficace? Sinon, réfléchis à quelle autre méthode, qu'est-ce que tu peux utiliser d'autre pour pouvoir l'amener à s'impliquer davantage dans la vie de famille. Et je vous demanderai, en tant que mari et femme, de vous entendre sur ce que vous allez faire à compter d'aujourd'hui pour que l'engagement familial du mari soit vraiment une réalité. Et prenez le temps de parler de ça. Parlez de vos valeurs que vous voulez inculquer à vos enfants. Qu'est-ce que vous avez comme valeur morale, valeur religieuse? Madame, qu'est-ce que tu penses que ton mari devrait inculquer comme valeur à tes enfants? Qu'est-ce que tu penses qu'il devrait faire pour que vraiment il y ait cet engagement familial? Merci de faire cette discussion, de vous entendre là-dessus. Et ainsi, vous allez pouvoir, en quelque sorte, mettre en œuvre un plan d'action pour que cet engagement familial du père soit une réalité. Je vais m'arrêter là. Merci pour ce temps que vous avez pris pour écouter. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer, je veux te rendre toute la gloire. Parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Je prie que ce qu'un mari a entendu ce matin puisse provoquer en lui un déclic qui va l'amener à prendre toutes ses responsabilités vis-à-vis de sa famille. Qu'il puisse être un père qui est présent, un père qui met de l'ordre dans la maison, un père qui fixe les règles, un père qui s'intéresse à ses enfants, à leur évolution sociale, psychologique, religieuse, qui s'intéresse à leur éducation sous toutes ses formes. Merci Seigneur de combler ce besoin de beaucoup de femmes qui crient à toi, qui demandent que tu transformes leur mari pour qu'il soit un père pour leurs enfants. Seigneur, que ce qu'ils ont entendu, ce qu'elles ont entendu aujourd'hui, les encourage à persévérer, à continuer à prier, à continuer à chercher, à continuer à parler à leur mari pour qu'ils prennent véritablement cette place. Qu'elles n'abandonnent pas, qu'elles ne baissent pas les bras, mais qu'elles continuent à se battre pour cela. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Louange et honneur à toi pour ce temps. Gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Donc, je vous invite à la semaine prochaine. Nous allons parler du dernier besoin de l'homme qui a un besoin d'admiration de sa femme. Et nous aurons ainsi terminé sur cette série de présentation des 10 besoins des hommes et des femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Amen.